Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à Canal Algérie pour ce nouveau numéro de Questions d'actu consacré à l'actualité internationale. Les travaux du 5e sommet Union africaine-Union européenne ont pris fin jeudi dernier. Les dirigeants des deux continents ont débattu plusieurs questions liées aux enjeux de la coopération Nord-Sud, permettant de dégager des décisions et recommandations marquant la fin de cette 5e session. Alors, outre l'investissement et le développement économique du continent africain, il a été question aussi des problèmes urgents comme celui des migrants et des règlements des conflits. Alors, Union africaine, Union européenne, quel partenariat pour quel avenir? C'est le thème de notre débat ce soir que nous avons le plaisir d'animer avec nos invités. Il s'agit sans plus tarder, de ma droite à ma gauche, de Kamel Mensari. Vous êtes directeur publication du Jeune Indépendant. Merci d'être avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Également avec nous, Dr Omar Barzouz. Vous êtes politologue, enseignant à l'université de Tizi Ouzou. Merci d'être avec nous ce soir. Je vous remercie. Et à vos côtés, Monsieur Mokhtar Belgassem. Vous êtes expert en mesures d'audience et expert des questions sécuritaires. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de m'avoir invité. Alors, je commence avec vous, Kamel Mensari. Avant d'aborder les questions inscrites à l'ordre du jour de ce sommet, il faut rappeler que l'Union africaine s'est hissée au rang de partenaire égal à l'Union européenne après la labellisation du sommet. Jadis, Union africaine, Union européenne, Afrique. Maintenant, c'est Union européenne, Union africaine. Quel est l'enjeu de cette labellisation, relabellisation? Bien évidemment, il y avait toutes les puissances, disons les grands pôles, les grands parangons de l'économie mondiale s'adressaient à l'Afrique en tant qu'entité géographique, démographique et économique. Maintenant, il y a un interlocuteur valable, il y a un interlocuteur qui est capable de représentatif de toutes les forces et toutes les économies africaines, surtout sur le plan politique, surtout sur le plan structurel. On a l'Union africaine, ça a été une exigence déjà africaine, déjà par le Parlement africain qui avait réclamé que ce sommet-là prenne une autre tournure pour la première fois, c'est-à-dire une entité face à une entité, c'est-à-dire déjà aussi les grandes puissances cherchent un interlocuteur valable, c'est-à-dire dans un sens concerté. On a le G20 le demande, d'autres regroupements internationaux comme l'ONU le réclament. Donc l'Afrique se pose désormais, toute négociation avec le continent ne pourra plus se faire en dehors de ce cadre de concertation qui est l'Union africaine. Bien évidemment parce que c'est le cadre idoine pour régler les conflits, pour régler les grands problèmes et les défis qui s'impose à l'Afrique. On ne peut plus les gérer en tant qu'État ou en tant qu'ensemble spartiate et régional. Donc il fallait aller vers quelque chose de plus fort. Et l'implication de l'Afrique, c'est une implication qui est aussi qui donne du poids à l'Afrique et la rend encore un partenaire crédible, notamment avec l'ONU ou bien l'Union européenne, comme on l'a vu à Abidjan. C'est très important pour l'avenir et c'est très important pour le règlement de tous les conflits en cours. J'imagine, Amal Barzouz, que c'est très important aussi pour les instances de l'Union africaine, comme le Conseil de sécurité, comme les autres instances. Je présume donc que c'est un grand pas en avant, cette appellation Union européenne, Union africaine pour ce sommet. Oui, donc moi je pense que c'est une mise à jour quand même de ce partenariat entre deux blocs régionaux. Seulement, il faut noter que pour l'Union européenne, c'est un bloc économique qui a son poids, très intégré, malgré les problèmes qu'il connaît, comme le Brexit et les crises financières. Mais d'un autre côté, nous avons une Union africaine, bien sûr, qui a encore du chemin à faire dans le cadre de la cohésion de l'ensemble, parce que c'est un ensemble qui reflète beaucoup de contradictions interafricaines. Et on le ressent quand on voit, par exemple, à travers les sommets Afrique-Union européenne, on ressent qu'il y a des dissidences à l'intérieur de cet ensemble. Donc, mais tout de même, on n'a pas le choix. Et donc, on n'a pas d'équivalent à une Union africaine. Et donc, il va falloir donc travailler dans le sens de l'intégration régionale pour renforcer l'Union africaine, pour être un acteur, disons, égal face à l'Union européenne. Il faut agir donc dans ce sens, je pense.
Alors, Mokhtar Belgassem, est-ce que peut-on parler d'ores et déjà d'une base solide pour un partenariat égal à égal avec une entité aussi importante que l'Union européenne? Oui, disons que égal à égal, la problématique ne s'inscrit pas dans ce sens. Je dirais que cette initiative a été l'œuvre d'un seul pays, qui est la France, quand même, il faut le dire. Et donc, égal à égal, je pense qu'on doit poser le problème autrement. Je dirais, dans quel but ce sommet a été relabellisé même. Oui, et quels sont les enjeux tracés à travers ce sommet. Je pense que l'Afrique est en face d'un problème très sérieux, ce que j'appelle moi le destin commun. Donc ce destin a besoin d'une autonomie plus large du continent africain en matière de pas mal de secteurs, gouvernance, économie, commerce, etc. etc. Et l'indice de migration qu'on est en train d'observer depuis quelques années démontre clairement que l'Afrique a besoin réellement comme j'ai dit tout à l'heure, d'un destin commun, que les Africains eux-mêmes, qui sont, disons, des acteurs premiers. Exactement, voilà. Premier. Alors, Kamal Mensari, dans son discours de clôture, M. Condé dit clairement qu'il ne s'agit plus d'une aide ou d'assistance, mais de bâtir une coopération qui permet de régler les problèmes à la base. Alors, on sent déjà cette volonté africaine de donner une image différente de celle qu'on avait auparavant de cette Afrique qui est uniquement regardée à travers ses ressources. Mais aujourd'hui, il faut parler d'un partenariat d'égal à égal. L'Afrique a beaucoup changé. Ce que l'on oublie, c'est qu'il y a beaucoup de mutations qui s'opèrent dans pas mal de pays africains. C'est-à-dire qu'autrefois, on avait quelques pays qui étaient, disons, émergents, qui avaient des économies quelque peu solides. On parlait jusque-là de l'Afrique du Sud, du Nigeria, et puis de l'Angola, et évidemment l'Algérie. Maintenant, il y a d'autres pays qui apparaissent, qui ont le mot à dire, comme l'Éthiopie, comme le Rwanda, comme le Kenya. Ce sont les nouveaux exemples d'intégration qui sont devenus émergents et dont la croissance économique bat des records. On parle de l'Éthiopie qui a atteint sa croissance économique a atteint l'année dernière 10%. Donc c'est un pays qui maintenant pèse dans les négociations avec l'Union européenne. Donc il peut pas être. On n'est plus dans la configuration quelques pays d'Afrique, l'Égypte ou bien de l'Afrique du Nord ou 3 autres pays au sud, à partir de la phase de la partie subsaharienne. Maintenant, il y en a beaucoup qui ont du poids, qui ont des arguments qui peuvent éventuellement proposer, c'est-à-dire faire devenir des partenaires très intéressants. Bien évidemment, régler les problèmes à la base, il s'agit surtout de revoir la coopération. Tout ce qui a été fait jusque-là, c'était pratiquement faire de l'Afrique un pays déversoir de matières premières, soit il est producteur de matières premières, mais il n'y a pas un retour d'investissement. C'est-à-dire que maintenant les Africains se posent en partenaire où les investissements se font à l'intérieur de chaque pays. C'est-à-dire on n'est plus le consommateur. Comment cela se présente? Et maintenant, il y a une phase d'industrialisation vraiment large qui se fait en Afrique. Maintenant, les Africains cherchent à s'industrialiser. C'est la condition qui est réclamée partout par la majorité des pays émergents. L'industrialisation, c'est avoir la technologie, le savoir-faire et surtout les IDE, c'est-à-dire les investissements qui ne peuvent pas, comment dirais-je... Direct étranger, oui. Oui, les investissements étrangers qui font de l'Afrique juste
une base ou bien un terrain de main-d'œuvre à bas marché, comme le cas dans certains pays qui ont raté leur transition. On parle un petit peu de l'Angola, mais bien évidemment parce que l'Angola a toujours été un pays Donc sans intégration. Sans intégration. Mais toujours est-il que maintenant, il y a beaucoup ces pays-là qui ont émergé bougent, c'est-à-dire au sein de l'Union africaine, et imposent un petit peu leur vision des choses. Donc ce n'est plus, on est pratiquement sur 54 pays, c'est 20 à 30 pays qui sont capables d'être de véritables partenaires. Ce n'est plus les Grands Lacs, ce n'est plus le Congo, ce n'est plus l'Algérie aussi, ce n'est plus l'Égypte. Il y a ces pays-là qui sont en train de pousser au sein de l'Union africaine et qui ont leur mot à dire. Et surtout, l'Afrique s'industrialise. C'est ça ce qui est intéressant, qu'on a remarqué depuis les 5 dernières années. Et c'est une tendance qui va crescendo et qui va certainement rendre l'Afrique encore plus un pays qui n'est pas simplement le terroir de la matière première, mais d'intégration et de croissance. Il faudrait peut-être poser une question pour savoir, est-ce que la perception des Européens a changé vis-à-vis de l'Afrique? Justement, c'est la question que vous pose Omar Bourzouz. Sortir de cette image de l'Afrique, de l'ancienne colonie, de ce rapport entre colonisés et anciens colonisateurs. Est-ce que l'Afrique aujourd'hui, dans cette nouvelle image d'elle-même? Oui, de toute façon, l'importance géopolitique de l'Afrique n'est plus à démontrer. Preuve en est le regain d'intérêt des puissances étrangères et surtout des pays émergents comme la Chine, comme la Russie, la Turquie et j'en passe. Donc c'est un intérêt qui va crescendo. Je crois que c'est Lénine qui a dit au début du siècle, qui tient l'Afrique, tient le monde. Cet adage vaut ce qu'il vaut, mais dans le même temps, il y avait Thomas Malthus qui avait dit bien auparavant que l'Afrique était liée à des maux, ce qu'il appelle les parcs mortels, les 3 parcs mortels, les épidémies, les famines et les guerres. Donc on se demande, dans cette vision ambivalente, où se situe un peu l'Europe aujourd'hui. Parce que dans les représentations que se font certains chefs d'État européens, l'Afrique reste, dans le meilleur des cas, un marché donc de consommateurs. Et donc on se pose la question, en ce qui concerne justement cette industrialisation de l'Afrique, est-ce que l'Afrique sera à même d'imposer un partenariat d'égal à égal? Quand je dis d'égal à égal, c'est pas 50-50, c'est pas 49-51. Mais est-ce qu'elle a les moyens déjà, justement? Pardon? Est-ce qu'elle a les moyens? L'Afrique? Oui, l'Afrique, justement... Je ne parle pas de l'industrialisation. Est-ce qu'elle a les moyens aujourd'hui, du moins politique, pour imposer cette vision des choses? Oui, les moyens de l'Union africaine, je pense que c'est un cadre, disons, propice pour essayer donc de dialoguer avec les autres groupements régionaux, pas uniquement l'Union européenne, parce qu'on est en train de vivre maintenant l'ère des dialogues interrégionaux. Chine-Afrique, Union européenne-Afrique, etc. Parce que la mondialisation, elle a réalisé donc des progrès, seulement il y a eu dans le même temps des groupements régionaux qui se sont créés, mais entre ces groupements régionaux, il faut qu'il y ait quand même des relations, parce que vous savez que... Donc c'est un monde multipolaire, quoi. Tout à fait. Et là, donc, je pense que l'Afrique doit œuvrer dans ce sens-là, se renforcer, et surtout à travers l'intégration économique régionale, parce qu'on constate malheureusement que cette intégration est loin d'être faite, si ce n'est qu'au niveau de certaines sous-régions, comme la CEDEAO, qui réalise quelques progrès, mais l'UMA, qui est en panne depuis 1994, malheureusement, où les échanges ne dépassent guère les 3%. Globalement, le commerce intra-africain ne dépasse pas 10%, donc on est loin de cette intégration intra-africaine. Donc il faut se renforcer, s'intégrer au sein même de l'Afrique, entre Africains, pour pouvoir se présenter comme un interlocuteur valable et comme un acteur à part entière dans les relations économiques et politiques internationales. Mokhtar Belgassem, d'après vous, est-ce qu'aujourd'hui, le partenaire ou les partenaires du Nord sont prêts à changer leur vision des choses et considérer aujourd'hui l'Afrique comme un partenaire avec qui on doit négocier d'égal à égal? Justement, par rapport aux pays industrialisés, on peut dire l'inverse, que les pays africains décident de changer eux-mêmes, qui n'attendent personne,
et à condition qu'il met en priorité le règlement de problèmes de fond, problèmes structurels tels que la gouvernance, aussi le dédoublement démographique aussi, qui fait ravage en Afrique. Surtout en Afrique. Et il y a aussi l'injustice sociale. Donc il faut régler ce genre de l'instabilité politique aussi, les guerres. Et donc aux Africains de régler ces problèmes de fond, et puis qui n'attendent personne. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure le destin commun. Le destin commun, tant que les Africains prennent en charge leurs problèmes et leur destin en main, je pense que c'est réalisable. Donc le problème doit trouver sa solution d'abord entre Africains avant. Justement, les Africains, si vous permettez, les Africains se sont déjà penchés sur cette question à travers le NEPAD. C'est la question de la gouvernance. Donc il y a eu un travail de fond qui a été fait, accompagné par le G7 devenu G8. Donc ça a été une exigence justement occidentale, des puissances, pour qu'il y ait une coopération sérieuse avec l'Afrique. Il fallait justement régler les problèmes politiques, notamment la bonne gouvernance, la stabilité, la corruption, la lutte contre la criminalité, etc. Donc ça a été fait. Bon, les pays qui avaient pris en charge, qui étaient pivots, l'Algérie, l'Égypte, le Nigeria, l'Afrique du Sud, qui avaient été derrière le NEPAD. Le MAEP, mécanisme par les pairs. Tout ça a permis à l'Afrique justement de régler ces problèmes-là. Tout à l'heure, quand j'ai dit... Permettez une parenthèse. Oui, vous avez raison de le répéter. Une petite parenthèse. Il y a même quelques... Si ces problèmes ne se règlent pas, il y a selon des experts, il y a quelques pays africains qui disparaissent. Ils vont disparaître, carrément. Oui, bon, d'accord. C'est que au sein du NEPAD, qui a été vraiment une véritable solution, d'ailleurs, les pairs qui se promenaient dans l'État africain, c'était justement pour s'assurer que la bonne gouvernance est appliquée. Donc c'est un problème qui a été dépassé. Maintenant, on a peur aujourd'hui en Afrique de faire des coups d'État sans être vraiment sanctionné. L'Afrique qui était la terre des coups d'État est devenue vraiment... On a peur de s'aventurer sur ces questions. Maintenant, pour revenir à la question, si l'Afrique a les moyens de sa politique économique pour pouvoir, c'est-à-dire devenir l'interlocuteur fiable. L'Afrique, c'est 1,2 milliard d'habitants, c'est un pays qui est en train de s'enrichir, c'est les matières premières, et en plus, l'Afrique, quand j'ai dit elle a changé, surtout dans sa demande, ses exigences, elle n'est plus ce pauvre qui attend des aides, ou bien ce pauvre qui attend qu'on vienne à son secours, comme on a vu dans les années 80, c'est fini. C'est vrai qu'il y a eu quelques sacrifices, bien évidemment, lorsqu'on voit les investissements chinois en Éthiopie, c'est parce qu'il y a une main-d'œuvre qui est très abordable, mais qui a permis cette croissance-là. Mais l'Éthiopie, elle a énormément changé de la guerre qu'elle a vécue pendant des années du sous-développement. Aujourd'hui, on parle elle est devenue un pays vraiment émergent. Permettez-moi. Aujourd'hui, on parle avec le partenariat avec l'Union européenne. On ne parle pas avec la Chine. Oui, je sais. C'est-à-dire que j'ai donné l'exemple de l'Éthiopie, pas par rapport à l'exemple que ce pays-là a les moyens de sa politique. C'est la même stratégie, c'est-à-dire que c'est la même comment dirais-je, carte de visite qu'on pourrait offrir aux Européens. Et quand on dit l'Union africaine et l'Union européenne, ce sont deux entités qui sont en train de collaborer actuellement. Mais il y a d'autres groupements régionaux, comme l'a cité le monsieur, qu'on a le Commonwealth. C'est-à-dire que toujours est-il qu'il y a toujours un cadre concerté dans lequel l'Afrique, en tant qu'entité, en tant qu'ensemble régional, peut éventuellement faire valoir ses demandes, ses exigences en matière de coopération, d'investissement et de développement. Ce n'est plus des États séparés qui négocient leur devenir soit avec le FMI ou l'ONU ou l'Union européenne ou tout autre ensemble économique. Alors, pas de développement sans stabilité, l'autre enjeu capital pour un continent africain, théâtre, M. Amar Barzouz, de plusieurs conflits où l'ingérence étrangère, surtout de la part de pays occidentaux, y est pour quelque chose. Oui, tout à fait. Bon, le problème disons des guerres qui se déclarent un peu partout en Afrique est lié aussi à cette ingérence des puissances étrangères.
Parce que là, on revient justement à la perception des différents acteurs qui n'est pas homogène, qui n'est pas la même. Il y a certains qui voient que l'intervention armée est la solution. D'autres. C'est un peu doctrinal. Oui, d'autres qui pensent que il faut privilégier les voies diplomatiques et politiques. Et là donc, mais ceux qui ont la force, ils l'utilisent sans demander, donc sans se retenir, sauf parfois qu'ils ont recours parfois au Conseil de sécurité, à l'ONU pour avoir une couverture après coup. Mais disons que cette voie, je pense, elle est dangereuse. Dans la plupart des cas, c'est pas le cas. Oui. Cette voie, je pense qu'elle est dangereuse parce qu'elle nourrit justement les conflits au lieu de les résoudre. Et on a des exemples maintenant en Irak, en Libye, un peu partout, là où les interventions étrangères ont eu lieu, la réalité est vraiment dramatique et la stabilité n'est pas encore au rendez-vous. Donc je pense qu'il faudrait essayer, dans le cadre de la coopération internationale, coopérer et inverser les choses pour une plus grande, disons, synergie vers les solutions diplomatiques et ne recourir à la force qu'en dernière instance, dernier recours. Monsieur Belgassem, tout à l'heure vous parliez de ce destin commun qui unit tous les Africains, mais est-ce que cela peut se réaliser avec cette ingérence étrangère, d'autant plus que chaque puissance étrangère regarde certains pays africains ou certains blocs, certaines régions et sous-régions comme ces zones d'influence? Oui, elle peut se réaliser à condition que la gouvernance soit représentée réellement des peuples africains. Disons-le honnêtement. Vous n'avez qu'à constater ce qui se passe au RDC avec M. Kabila, qui ne veut pas partir. Et donc, l'Afrique a évité certaines pratiques politiques de l'ère coloniale, il faut le dire aussi. Et tant qu'il n'y a pas, de mise en place de processus politiques internes, transparents et équitables, on ne peut pas parler d'une Afrique comme ça, qui se développe comme... selon un modèle européen. Selon un modèle, disons, mondialisé. Mondialisé, oui. Je rajouterai un point concernant la population africaine. Il faut savoir aussi que d'ici l'an 2050, la population africaine sera de 2,5 milliards. Et donc, c'est un autre problème considérable. Je rajouterai aussi que l'Afrique doit sortir de tutelle. La tutelle. De tutelle, et que la classe politique doit jouer un rôle donc tout est autour de sincère, problématique, disons-le simplement, sincère vis-à-vis de leur population, tout d'abord. C'est ça le destin commun. On ne peut pas imaginer une Afrique virtuelle ou... non, il faut être réaliste, l'Afrique est encore loin, très loin même, de faire face aux enjeux futurs. Voilà. Alors, l'un des enjeux aussi auxquels fait face l'Afrique, c'est le problème du terrorisme, Kamal Mansari, un terrorisme en expansion, occupant des territoires, contrôlant des populations et des ressources financières et naturelles, avec un accès important à des ressources financières, je le disais il y a quelques instants, et plus d'armement, c'est le constat fait par l'Algérie. Alors, le Premier ministre Ahmed Ouhia a indiqué que l'Algérie a octroyé plus de 100 millions de dollars pour aider 5 pays de la sous-région du Sahel à lutter contre le terrorisme. On écoute sa déclaration et on commente après. Notre implication solidaire dans la lutte contre le terrorisme, si je commence par la sous-région sahélienne, qui est la principale concernée par ce phénomène, elle est aussi organisée depuis plus de 10 ans
à travers ce qu'on appelle le CEMOC, le comité d'état-major entre nos armées, l'espace de coopération entre les services de sécurité sous-régional et surtout aussi un énorme effort que l'Algérie fait sur le plan bilatéral avec le Tchad, avec le Niger, avec le Mali, avec la Mauritanie. Je vais vous donner un scoop peut-être parce que votre pays, le nôtre, a cette pudeur traditionnelle, mais parfois cette pudeur fait que certains ne nous comprennent pas. Sur 7 à 8 ans, nous avons dépensé plus de 100 millions de dollars d'aide à ces 5 pays que je viens de citer pour former presque une dizaine de compagnies de forces spéciales, leur donner d'énormes équipements et même leur construire des bases dans leur pays. Je signalerai à titre comparatif, sans polémique aucune, que l'Union européenne, par exemple, a annoncé 50 millions de dollars pour la force G5 Afrique. 28 pays, 50 millions de dollars, et est-ce qu'ils sont débloqués ou non? Nous avons également, sur le plan politique, fait un énorme effort de participation à la réflexion, et c'est M. le Président de la République qui a été chargé par ses pairs africains pour prendre en charge le thème de la lutte contre le terrorisme. Et là, nous avons partagé avec la famille africaine et le reste du monde d'ailleurs, notre expérience, non seulement la lutte, tout le monde sait lutter, la Kalachnikov à la main contre le terrorisme, mais surtout notre expérience de déradicalisation, que d'ailleurs mon collègue et ami, monsieur le ministre des Affaires étrangères, présente depuis un certain temps, même à d'autres espaces, en Amérique, en Europe, etc. Maintenant, une initiative, l'Algérie n'est pas porteuse d'initiative. Nous venons d'apprendre hier qu'il y a eu une réunion entre certains pays africains, certains pays de l'Europe pour lutter contre le terrorisme, pour prendre en charge le rapatriement des migrants clandestins. Donc nous sommes très heureux qu'il y ait une initiative dans ce sens. Nous espérons simplement qu'elle ne sera pas une opération, si vous voulez, ponctuelle, parce que le mal est profond. Alors, commençons d'abord, Kamal Mensari, par l'aide financière de l'Algérie, qui a octroyé, donc je rappelle, plus de 100 millions de dollars. Alors, cette comparaison avec l'aide de l'Union européenne, donc, on ne peut pas lutter contre le terrorisme uniquement avec des promesses. Ben oui, l'Algérie, quand elle a dépensé, quand M. Yahya a parlé de 100 millions de dollars, c'est un argent qui a été vraiment dépensé par l'Algérie, contrairement à l'Union européenne, qui n'arrive même pas à ramasser, à collecter 50 millions de dollars pour, 50 millions de dollars pour le G5. Il y a des difficultés à le faire parce que probablement beaucoup de pays européens ne sont pas convaincus de la démarche qui est justement lancée par la France. Aussi, sur ce dossier-là, l'argent n'est pas le seul remède au terrorisme, on le sait. Donc il y a une concertation internationale qui doit se faire. L'Algérie a fait un effort, c'est un effort considérable. Elle le fait toujours à travers ses frontières. Vous avez parlé d'expansion des groupes terroristes qui contrôlent des territoires. On l'a vu en Libye. Ils arrivent même à contrôler des puits pétroliers au nord de la Libye, pas très loin de la ville de Barqa. Donc c'est un problème énorme qui ne doit pas rester, comme l'a signalé le Premier ministre, dans des réunions informelles ou qui parasitent justement la démarche globale qui est celle de trouver épuiser les sources de financement, les tarir à travers l'application des résolutions de l'ONU, notamment la 2254. Surtout aussi faire en sorte à ce que l'intervention des pays dans les conflits comme au Mali et en Libye ne conduit pas encore à exacerber ce conflit-là en donnant la chance à des organisations terroristes de s'implanter et d'activer et d'être encore plus puissantes. Nous avons mis en garde, l'Algérie a mis en garde sur ce qui s'est produit en Libye. Le résultat, des groupes armés, des centaines de milliers d'armes qui ont circulation librement. Ce qui se passe en Libye, en dépit de l'intervention française, enfin au Mali, en dépit de l'intervention française en 2012, jusqu'à aujourd'hui, le problème n'a pas été réglé. Donc ça reste. C'est pour cela que M. On peut pas parler d'un échec carrément. C'est un échec. On peut pas le dire. C'est un échec. En Libye, ça a été un cuisant échec, et le Mali aussi. C'est-à-dire que au-delà de la lutte, au-delà de recours à la force. Au-delà, les solutions politiques ont été à chaque fois évacuées ou laissées en dernier recours. Lorsque la situation devient
intenable, c'est là où on faisait appel à la solution politique. Ce que l'Algérie a prôné depuis le début. Si on avait écouté l'Algérie, bien évidemment, la démarche algérienne était qu'on n'intervienne pas en Libye. Sarkozy l'a fait. Maintenant, Macron essaye de ramasser les pots cassés avec cet alibi d'esclavage en Libye qui est vraiment, qui n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, ce n'est pas ce qui s'est produit en Libye en termes d'esclavage, mais globalement. C'est l'effondrement d'un État. Absolument, il y a l'absence d'État. Et en plus, c'est pour ça que le ministre des Affaires étrangères, M. Msrak, parle d'approche globale. Tout ce approche globale en matière d'immigration clandestine, en matière de lutte contre la drogue et en matière de criminalité, y compris le terrorisme. Donc ce n'est pas simplement comme l'a dit le Premier ministre, des solutions ponctuelles qui n'aboutissent pas. Il faut revenir à la table des négociations poussée sur la communauté internationale, comme c'est la démarche et la doctrine algérienne et l'idéologie algérienne, de faire en sorte à ce que tous les belligérants dans les conflits restent à table et qu'on les soutienne et non pas qu'on essaye de les parasiter en soutenant une partie contre une autre. Alors, dans le même ordre d'idée, s'il vous plaît, allez-y. À travers les propos du Premier ministre, M. Ouyahia, on constate que l'Algérie est fidèle à sa doctrine de ne pas intervenir. Voilà, de ne pas intervenir. Et là, donc, c'est pas la première fois que l'Algérie aide les pays du Sahel. Et il faut savoir que de tout temps, l'Algérie a aidé ces pays et même elle a effacé leurs dettes dans les dernières années, a effacé leurs dettes. Et donc, du coup... Non, mais là, dans le cadre de CEMOC, il faut bien préciser, parce que c'était le 100 millions, c'était dans le cadre du CEMOC. Oui. Pas des bilatérales, hein, c'est le cadre du CEMOC, c'est différent. D'accord. Et donc, c'est toujours dans la voie de cette déradicalisation, donc à la base, essayer donc de résoudre cette question du terrorisme et pas en aval. Et là, donc, c'est un peu une critique peu voilée, disons, de la démarche des autres pays, là. On pense notamment donc à la France qui a chamboulé l'agenda du sommet d'Abidjan, donc en imposant sa propre vision des choses, c'est-à-dire sur la question des migrants. Et pourtant, l'Union européenne, qui est censée donc être l'interlocuteur de l'Union africaine, n'a pas trouvé, disons, les fonds nécessaires pour, disons, à l'appui de sa politique dont il donc chante les vertus. Allez-y. Il faut rajouter autre chose par rapport à la question de l'intervention militaire en Afrique, notamment le Mali et la Libye. Situe un petit peu les choses. Pourquoi il y avait cette intervention? C'est pas pour apporter une solution politique. Il y a de l'uranium au Niger qu'il faut bien garder. Et vous savez très bien qui est derrière l'uranium. Je pense que c'est clair. Je rajoute aussi que l'Afrique, au plan de ses potentialités, elle dispose de 60% des terres fertiles au monde. 60% des terres arables. J'ai dit 60%, alors que son taux d'industrialisation est de 11% uniquement. Donc, voyez-vous le déséquilibre. Et plus encore. Donc, à ma connaissance, dans certains pays africains, je ne vois pas l'intervention des États européens ou autres. Non. Il y a les interventions des multinationales. Il n'est pas la même chose entre État et une multinationale. Donc, le cas du Niger prête des dimensions étatiques. Absolument. Le cas du Niger, le cas du Mali, le cas de notamment l'Éthiopie. Et donc, c'est quoi un État, c'est quoi un pays? Et c'est quoi une multinationale? Pour ce qui est du terrorisme, des fois on fait des interventions en Afrique, soi-disant pour contrer le terrorisme, alors qu'on le crée. On a déjà évoqué, ça fait bien longtemps, la question ou le concept du management de la terreur, qui est un concept en vigueur jusqu'à maintenant. On crée de l'instabilité pour exploiter des richesses quand même. Et l'Afrique dispose d'une richesse naturelle incroyable. Incroyable. Et vous n'avez qu'à observer tout ce qui
autour de ces ressources minières. Vous avez le RDC, Congo. Et donc, on est venu pour stabiliser une population, on est venu pour autre chose. Et justement, cette volonté d'intervenir de nouveau en Libye sous prétexte d'un retour de l'esclavage, est-ce que ça ne constitue pas un autre danger pour la Libye qui est déjà dans la tourmente? Oui, tout à fait. Les pays voisins aussi. Hein. Oui. On a parlé tout à l'heure du danger justement de ces interventions étrangères armées qui n'ont pas apporté la solution politique, donc la solution donc, de stabilité et de développement de ces pays. Donc maintenant que à l'horizon se profile peut-être une nouvelle intervention pour soi-disant juguler le problème des migrants soumis à l'esclavage, on se pose justement toujours cette question. Et d'ailleurs, les États-Unis ont opposé un niet contre cette éventualité. Et donc sur le terrain, les options maintenant ne se sont pas toujours clarifiées, mais d'après les résultats du sommet d'Abidjan, rien n'empêcherait qu'on se dirige vers une nouvelle intervention. Dans le cadre donc de cette lutte contre l'esclavage, esclavage d'un autre âge qui est toujours pratiqué dans certains pays africains, mais il faut parler aussi de la responsabilité de l'Occident dans cet esclavage. Et où en est l'Union africaine avec ses instances, notamment son Conseil de sécurité et sa force africaine? Mais là, on parle d'un pays qui est déjà dont le conflit lui-même est déjà pris en charge par l'ONU. Il y a déjà une démarche qui a été initiée par les Nations Unies. Hassan Salama est en train d'essayer de rapprocher les belligérants en Libye. L'Algérie, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il faudrait tout d'abord, ce n'est pas le problème de l'esclavage qui est vraiment épiphénomène, hein, quelque chose qui est anodin, qui n'est pas généralisé dans toute la Libye. Donc la Libye de l'esclavagisme pour un petit peu ce qui est recherché, une opération militaire pour évacuer les Africains. Mais c'est pas ça la solution recommandée et exigée depuis longtemps, que ce soit par l'ONU, ou que ce soit par la Ligue arabe, ou que ce soit par les pays voisins, pour régler le conflit. Il faudrait tout d'abord régler le conflit. Sur le plan politique, comment dirais-je, rétablir la sécurité en Libye pour pouvoir évacuer ce genre de problème. C'est pour ça que l'Algérie parle d'approche globale. L'approche globale, c'est quoi? Si ce n'est pas, on est en train d'essayer de régler comment dirais-je, un abcès, on crève un abcès ici, mais on laisse le gros problème, c'est la tumeur. C'est-à-dire, on n'est pas en train de régler tout le problème. C'est-à-dire qu'il faudra tout d'abord que sur le plan politique, régler que les Libyens soient accompagnés, soient conduits jusqu'à la solution et non pas venir aujourd'hui exacerber, même si on a l'appui de Sarraj et Haftar sur cette question. Les autres composantes de la Libye ne sont pas d'accord. En plus, il y a beaucoup de pays. Merkel n'est pas d'accord avec l'intervention. Les États-Unis ne l'est pas encore. C'est une manière pour la France de revenir en Libye parce qu'elle pense avoir perdu la main sur ce pays-là depuis 2011. Donc c'est ça une façon de... La réunion en parallèle qui s'est tenue avec la CEDEAO et la France... Mais qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence sur le plan régional? Tout d'abord sur l'Algérie. En tant qu'Algérien, nous avons un conflit qu'on essaye de tasser qui va encore une fois probablement prendre une autre déflagration qui va s'exacerber davantage. Et en plus, le problème de l'immigration, ce qui s'est produit en Libye, la Libye a toujours été une terre de transit vers l'Europe. Et on a découvert qu'à Masrata, il y a beaucoup de bandes, ce qu'on appelle les passeurs. D'ailleurs, certains sont recherchés par la justice internationale. Et les noms sont cités. Je rajouterai entre parenthèses que ces mêmes bandes criminelles, ils ont été utilisés par l'Italie pour repousser le phénomène migratoire. Il y a eu sur une proposition. C'est-à-dire que c'est un peu logique ce que vient de dire M. Mokhtar Belgassem, dans le sens où chaque migrant qui sait qu'il est exposé
un danger d'esclavage, ça peut le dissuader de faire cette migration vers le nord. Non, mais ça ne dissuade pas. C'est pas ça, parce que les mouvements humains ne sont pas. C'est pas ça. Il y a pire. Qu'est-ce qu'il y a pire que la mort en Libye? C'est pas clair. Il y a déjà un conflit armé. On peut se faire tuer en Libye. On peut mourir dans le désert. Il n'y a pas que ce risque-là qui va dissuader les gens. Non, la misère, elle pousse au désespoir, et le désespoir pour n'importe quel comportement. Justement, revenons à la Libye. Si tu permets juste par rapport à la Libye. Ils attendent quoi pour enclencher le processus de... Pourquoi il n'y a pas une intervention militaire de l'ONU? Pourquoi? Où ça? En Libye. Oui, mais l'ONU refuse. L'ONU elle-même, mais pourquoi refuse. Non, c'est pas... Actuellement, l'ONU... Pourquoi voulez-vous que l'ONU... envisager. D'accord, mais pourquoi voulez-vous que l'ONU envisage une opération militaire alors qu'elle-même, elle est en train de prôner une solution pacifique? C'est elle-même qui est en train de chapeauter le processus de paix en Libye. C'est elle qui est la garante, et c'est elle qui est en train de le mener depuis 25 ans. Et ça ne marchera jamais. C'est un autre débat. Parce qu'il y a le poids d'ingérence. Il y a aussi ce qu'il faut revenir, ce qui s'est produit en Libye. La Libye actuellement, on est en train de parler de la France, on oublie la Russie, on oublie les États-Unis, tous les puissances sont en train de... Parce que déjà, la Russie par exemple, elle a eu beaucoup de contrats avec les Libyens, elle ne veut pas les perdre. Autant de Kadhafi, elle a conclu beaucoup de contrats qu'elle ne veut pas perdre. Mon ami, pourquoi on a facilité l'intervention de la France? Pour ne pas se perdre. Pourquoi on a facilité l'intervention de la France? C'est la France qui a pris l'initiative elle-même. Aussi déjà... Avec l'appui? Non, il y a une différence. Il faut revenir. Il faut se rappeler que, tout d'abord, la Ligue arabe... Avec l'appui de qui? Permettez-moi de terminer pour qu'on puisse s'entendre. Sinon, on ne va pas s'entendre dans le sens du terme. Mais ça, c'est l'histoire. Sinon, on ne va pas s'entendre sur le deux sens. Mais ça, c'est l'histoire. Non, c'est des faits. Pas un point de vue. Sinon, on ne va pas s'entendre sur le deux sens du terme. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'intervention a été faite tout d'abord parce qu'il y a eu la Ligue arabe qui a donné son quitus. Oui. Et en plus, la résolution de l'ONU ne disait pas intervention militaire, mais c'était couverture, interdiction pour les appareils du gouvernement, enfin de Kadhafi, de survoler. C'était interdiction de survol. Mais c'est là où il y a eu la perversion. On a détourné, comment dirais-je, le sens de la résolution pour qu'on puisse intervenir. C'était ça l'erreur. Et à quelle fin? Là, l'Algérie... Et à quelle fin? On le sait déjà les fins, on le sait. Oui, il faut le dire aussi. C'est pas à moi de poser la question. C'est pas à moi de poser la question à quelle fin. On le connaît. Mais pourquoi? Alors, il faut le dire. Je pense que là, sur cette question-là, la France veut revenir peut-être avec une plus grande force au sein de son précaré. On a parlé d'un désengagement de la France, de son précaré africain, mais on a l'impression qu'à travers le dernier sommet, qu'elle revient en force, qu'elle a imposé son agenda. Absolument. Donc, est-ce qu'on est en face d'un dialogue France-Afrique ou alors Union européenne? Profitant peut-être aussi du fait que le président Trump avait déclaré il y a quelque temps, donc c'était pendant la campagne électorale des présidentielles américaines, que le nord de l'Afrique est le précaré de la France. Amal Barzous. Oui. Je ne sais pas... Sa zone d'influence, oui. Du moins. Oui, il y a qui c'est qui a dit que le problème, l'Afrique est un problème européen? Ça, c'est la déclaration de Trump. C'était pendant sa... Bien avant lui, en 1993, il y avait un historien américain, justement, qui s'appelle Stephen Ambrose, qui a dit, justement, que le problème de l'Afrique est un problème européen. À partir de là, on se pose la question, aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas? Moi, je pense que, comme disait notre collègue, tout a changé au niveau de l'Afrique. Donc, il y a de nouveaux acteurs, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a l'Inde, la Turquie. Et donc il faut prendre en considération cette nouvelle donne et qui ne semble pas jouer un rôle sur le plan sécuritaire, mais uniquement... coloniale. Attention, il ne faut pas oublier le passif colonial. Et justement, il y a aussi une donne qu'on doit le dire aussi. Organiser ce genre de manifestations ou de regroupements, c'est justement pour contrer la Chine aussi. Mais l'Afrique doit... Et donc c'est un terrain de concurrence. L'Afrique, c'est un terrain de concurrence des puissances étrangères. Sous une façade
onusiennes, etc., etc., etc. Oui, mais c'est trop tard pour la Voilà. Chine parce qu'elle a investi 800 milliards de dollars. 800 milliards de Justement. dollars. Donc elle est présente dans pas mal de pays en Afrique. C'est-à-dire, vous pouvez parler de la Zambie jusqu'à l'Éthiopie, elle est déjà là. Donc c'est trop tard pour la contrecarrer. En plus, elle a les moyens. Et elle n'est plus simplement C'est une ennemie. salutaire, le fait qu'elle se trouve là, c'est Absolument, c'est salutaire, justement. La seule, bien évidemment, inconvénient, peut-être obstacle, il est linguistique pour les Chinois. Alors, je vous pose une question, Kamal Moussari. Est-ce qu'on a pu empêcher l'éclatement de conflits là où la Chine a investi? Par exemple, si vous parlez par exemple du Soudan, par exemple, je pose la question. Je pourrais vous rejoindre sur deux aspects. Le fait, à chaque fois que la Chine intervient, comme au Cameroun, elle voulait investir dans les champs pétroliers, on a inventé Boko Haram. Boko Haram est présente en Cameroun depuis 2002 et on en a parlé que depuis 2010. Et l'un des coordinateurs, et ça c'est de Wikileaks, c'est les câbles Wikileaks qui l'ont dit, que le coordinateur de Boko Haram au Cameroun, à Abuja, c'était l'ancien ambassadeur Stuart McCullen, l'américain, et ça a éclaté, ça a fait scandale. Maintenant, et en plus de ça, il faut se rappeler autre chose. L'histoire de la scission, ou la question des massacres des Noirs au Darfour, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. On n'en a jamais vu les 2 millions de morts. On nous a dit qu'il y a eu 2 millions, on n'en les a jamais retrouvés. C'est justement pour stopper la progression de l'Afrique, de la Chine, fait Bahr al-Ghazal, c'est-à-dire parce qu'ils construisaient un pont pour pouvoir, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'une des plus grands greniers de l'Afrique, c'est le Soudan. Et autre chose, les Grands Lacs, les conflits qu'il y a eu, les Grands Lacs, 25% de l'énergie mondiale se trouve dans la région des Grands Lacs et en Guinée. Donc, je parle d'énergie, hein. Donc forcément, c'est pour ça qu'on a inventé, c'est pour ça qu'il y a eu des groupes armés. C'est là où ça bouge, là où il y a des intérêts, il y a forcément derrière des organisations terroristes. C'est comme le cas en Libye. Pourquoi, et même en Syrie, pourquoi les groupes terroristes s'intéressent toujours au pétrole? C'est ça. C'est un petit peu le mal de l'Afrique. Mais comme je vous ai dit au départ, l'Afrique a changé. Il y a des pays qui émergent et qui poussent dans la négociation tout d'abord, et dans les règlements de conflits. Et l'une des doctrines africaines qui est ancrée, c'est le règlement des conflits par la voie pacifique. L'Afrique ne suivra pas la France dans sa folie en Libye, ni dans sa folie au Mali. L'Afrique, justement, a intérêt à ce qu'il y ait une diversification de partenaires. Absolument. C'est son salut. Oui. Son salut. Et d'ailleurs, même au sein de l'Afrique, maintenant émergent des puissances régionales comme l'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Égypte. Vous avez cité l'Éthiopie, le Kenya. Alors, oui. Donc, l'autre moment fort, Amr Bourzouz, de ce sommet, c'est la participation de la République arabe sahraoui et démocratique aux côtés du Maroc. Selon l'ex-représentant du Front Polisario en Belgique, Jamal Zakari, cela augure d'un nouveau chapitre dans la lutte du peuple sahraoui. oui, tout à fait. Bon, c'est une place tout à fait naturelle pour la race au sein de l'Union africaine. Donc c'est le contraire qui nous aurait étonné. Donc la participation de la race est tout à fait dans l'ordre des choses, dans l'ordre légal, parce que c'est un État donc membre de l'Union africaine et donc de l'ex-OUA. Maintenant, tout dépend donc des lectures qu'on en fait. Pour la participation marocaine, après avoir réintégré donc, cette organisation continentale. Est-ce qu'il s'agit d'une reconnaissance tacite donc, du Polisario ou non? De toute façon, sur le plan juridique, le fait donc, de s'asseoir sur une même table... Mais est-ce que c'est un tabou qui a été brisé, le fait de voir deux chefs d'État, c'est-à-dire d'un côté le souverain marocain et de l'autre le président sahraoui? Oui, non, le Maroc a pesé justement le pour et le contre. Il a fait un bilan de son absence de l'organisation continentale. Il a estimé que jouer la politique de la chaise vide n'est pas productif. Donc, il pense qu'en réintégrant donc l'Union africaine, ils peuvent de l'intérieur éjecter, disons, la race par des subterfuges. C'est son objectif primordial. Voilà, juridique, et par aussi une bataille diplomatique. D'ailleurs, ils l'ont essayé avant ce sommet d'empêcher donc de la participation de la race, mais sans résultat.
Et donc ça augure justement d'une bataille permanente au sein de l'Union africaine. Et donc il faut s'attendre à des bras de fer au sein de l'organisation, à des luttes, peut-être même entre les différents pays africains qui sont pour la cause sahraoui et les autres qui soutiennent les thèses marocaines. Est-ce que cela peut-il conduire à d'autres initiatives positives dans ce sens, quand même, Saleh? Déjà, il faudrait, quand on voit la photo de famille donc, des chefs d'État, là, on voit le roi du Maroc, Brahim Ghali. C'est ça ce qui frappe les esprits. C'est inédit. C'est inédit, bien évidemment, c'est ça ce qui frappe les esprits. On a essayé par des méthodes un petit peu chevaleresques d'empêcher les Sahraouis de participer, comme ça a été le cas au Mozambique. On a vraiment voulu chahuter la participation. D'où l'enjeu de la labellisation. Absolument. Maintenant, un pays qui est membre fondateur, certes de l'Union africaine, c'est un membre fondateur. C'est pour l'exclure, il faudrait changer la charte. Donc, pour changer la charte, c'est quelque chose d'impossible pour le moment. Sauf si on réfléchit à l'émiettement, à l'éclatement de l'Union africaine. Et ce n'est pas à l'ordre du jour. Maintenant, le problème de l'Union africaine, déjà, le Sahara occidental, il est inscrit à l'ordre du jour dans l'agenda de l'Union africaine comme un conflit, le plus vieux conflit en Afrique. Plus de 40 ans. Donc c'est un problème. Problème de décolonisation. Décolonisation, bien évidemment, reconnu par la Commission de l'ONU de décolonisation depuis 1965. Donc c'est impossible qu'on puisse... Ça sera toujours des tentatives, comment dirais-je, puisqu'on est au Mouloud, on peut parler de pétard mouillé. Donc ça ne va pas plus loin que ça. Oui. Aucun pays d'ailleurs ne reconnaît la marocanité du Sahara. Aucun pays ne reconnaît officiellement la marocanité du Sahara. Et donc là, ça veut tout dire. Donc, le Maroc, il occupe certes le territoire du Sahara, mais de façon, disons, illégitime. Alors, peut-être un dernier mot, Mokhtar Belgassem. Oui, pour un dernier mot, je répondais à ce que j'ai dit au début. L'Afrique restera face à son destin, et uniquement le destin commun qui puisse régler tous les problèmes. Merci Mokhtar Belgassem. Je rappelle, vous êtes expert en mesures d'audience, expert des questions sécuritaires également. Merci à vous également, Dr Amar Barzouz, politologue et enseignant à la faculté des sciences politiques de Tizi Ouzou. Et également, merci à vous, Kamel Mensari, directeur de publication du Jeune Indépendant. Merci à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis en espérant vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau débat de questions d'actu. Je vous dis au revoir et bonne soirée.